Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Geert de Mug, je suis professeur d'éthique à l'EDEC Business School. Donc l'EDEC est partenaire de cette journée sur la finance responsable. Et donc c'est la deuxième session dans laquelle on va se poser la question comment on peut articuler la rentabilité financière avec un impact social positif. Nous avons plusieurs intervenants, mais malheureusement, suite à un cas contact, nous n'avons qu'une personne sur place. Les intervenants, les autres sont tous à distance. Mais donc, on va gérer ça par euh, caméra et par micro interposé. Donc, on va pouvoir entendre les intervenants quand même. Bien sûr, cette année, tout ce forum est particulier. Et hier soir, j'ai suivi la séance d'ouverture dans ma cuisine en coupant les légumes et j'imagine, donc je vois personne ici évidemment qui écoute cette séance et donc on ne sait pas trop dans quelle situation où vous vous trouvez exactement. Mais donc on va essayer d'avoir quand même un petit peu d'interaction, de discussion avec des moyens d'aujourd'hui, avec des messages et des chats, etc. Ok, donc la première personne, donc on va faire un parcours un peu particulier. On va commencer par une très grande banque, BNP Paribas, disons une des plus grandes banques dans le monde. Et donc on va voir comment ces institutions géantes proposent des produits pour avoir un impact un impact positif sur l'évolution de l'économie. Donc pour commencer, toute l'industrie financière était un petit peu absente au début quand on a réfléchi sur le changement climatique ou sur les problèmes écologiques et les changements de la société. Parce qu'en fait, ce sont des services et donc des activités pas très polluantes, pas directement impliquées dans le changement climatique, dans la mesure où les émissions carbone d'une activité bancaire est assez limitée. Et donc, les actions, disons, de développement durable des banques au départ, c'était limiter l'imprimerie du papier, des choses comme ça. Mais en fait, l'effet de l'industrie financière sur l'économie est beaucoup plus grande quand on réfléchit sur l'impact indirect que peuvent avoir les institutions financières à travers le crédit et aussi à travers les propositions, enfin les investissements à proposer aux épargnants. Donc, et donc récemment, depuis des années maintenant, on voit une très grande évolution, une évolution massive des institutions financières, des banques et des autres joueurs dans le marché financier. Et donc c'est un peu sur ça qu'on va réfléchir aujourd'hui. Donc on va d'abord commencer par la BNP et ensuite on regardera ce qui se fait au niveau des données extra-financières dont ont besoin les investisseurs. Par la suite, on regarderait sur les formations que proposent certaines organisations pour développer des démarches pour la transition écologique et le changement, disons, en termes d'RSE des entreprises au niveau des PME. Et finalement, on regardera un fonds particulier d'une entreprise, une grande entreprise, Schneider Electric, qui a dédié une partie de son épargne salariale dans un fonds responsable. Et on va voir ce que ça donne concrètement. Donc d'abord, je voudrais vous introduire donc Eleonore Bedel, qui est Global Head of Sustainable Investment à BNP Paribas Wealth Management, donc c'est basé à Paris. Et Eleonore va nous présenter la politique de la gestion du patrimoine en termes d'investissement responsable et ce que ça implique depuis quelques années et l'évolution surtout de ce type d'investissement et en termes de volume et en termes de politique. Eleonore, je ne sais pas si vous êtes là. Oui, d'accord. Bonjour. Je suis là. Oui, donc J'espère je que vous vous m'entendez laisse. bien. Bonjour Oui, tout le monde. bonjour. Je vous laisse la parole pendant quelques minutes pour expliquer un petit peu l'histoire de l'ISR au Pendant sein combien de temps, au sein, dites-moi? Ça a coupé. ou l'histoire de l'investissement socialement responsable au sein de BNP Paribas Wealth Management et aussi un peu les détails sur vos politiques et votre façon de mesurer l'impact et ainsi de suite.
Entendu. Entendu. Merci beaucoup. Merci, Réot. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je travaille chez BNP Paribas Wealth Management, c'est donc la banque privée de BNP Paribas. Et la banque privée s'adresse donc à une clientèle d'individuels fortunés. Alors, notre biais vers l'investissement responsable, nous, on l'a entamé déjà en 2006 avec la création de l'équipe que je dirige aujourd'hui, qui est donc une équipe en charge de l'offre en investissement responsable. Et c'est parti du constat que la responsabilité d'une banque, elle était à de nombreux niveaux, comme vous l'évoquiez, et notre responsabilité de banque privée responsable, depuis 2006, mais déjà avant, on était convaincus qu'elle était d'aider nos clients à aligner leur patrimoine sur leurs convictions. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà des clients à l'époque qui nous posaient beaucoup de questions, notamment en termes de philanthropie et donc de désir d'impact, parce que qui dit philanthropie dit envie d'avoir un impact positif sur la société ou sur l'environnement, bien évidemment. C'était un peu le canal historique d'impact de tout un chacun. Et on a créé donc une offre de conseils en philanthropie individuelle. Et en parallèle, on a également commencé sur le chemin de l'investissement responsable dès 2006. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années aujourd'hui. Pourquoi? Donc pour être en mesure d'aider nos clients à réfléchir à l'impact qu'ils souhaitaient avoir et les guider sur cette voie, les accompagner sur cette voie. L'autre pendant était bien sûr de contribuer à l'essor de l'investissement responsable parce qu'en tant que banque, on est le pont entre l'économie qui a besoin d'investissement pour avoir cet impact positif et les investisseurs qui ont le patrimoine nécessaire et les actifs pour contribuer à cette finance durable. Alors, l'intérêt des clients privés depuis 15 ans, bien entendu, il a énormément évolué. On est présent dans une vingtaine de pays sur tous les continents et la maturité du sujet elle est extrêmement différente selon les pays. Ça, c'est évident entre l'Asie, l'Amérique et l'Europe. On n'est pas du tout au même niveau. Néanmoins, on a aujourd'hui des études qui montrent que l'intérêt est là. Il est tellement là qu'il est mesuré et on va en parler. La mesure, elle est aussi importante dans tous les domaines pour arriver à arrêter une situation. Donc, on a un chiffre assez récent qui est issu d'une étude sur les entrepreneurs et leur intérêt en matière d'investissement. C'est une étude qu'on réalise chaque année et qu'on a orientée sur l'investissement responsable aussi depuis maintenant 3 ans. Et donc, on a des données qui se suivent dans le temps, qui progressent énormément en termes d'intérêt de ces entrepreneurs pour l'investissement responsable. Aujourd'hui, on sait que 70% des entrepreneurs dans le monde sont plus enclins à investir de manière responsable qu'il y a 18 mois. Donc, quand on parle d'évolution, c'est une évolution très rapide. Vraiment très rapide. Il y en a plus de la moitié qui sont déjà investis. Et quand on prend le segment plus restreint des next-gen dont tout le monde parle, tout le monde dit que les millennials sont ceux qui sont les plus intéressés par l'investissement responsable avec les femmes. On a réalisé une autre étude qui est effectivement sur l'intérêt de ces next-geners clients privés. Donc, on est sur des next-geners qui sont à un niveau de fortune quand même assez considérable. 1 sur 2 est déjà engagé dans l'investissement responsable ou dans l'investissement à impact. Donc, on est sur une population qui est très investie. Donc, on a, nous, en tant que banque, aujourd'hui, on n'est plus uniquement en apporteur de solutions. On a également des demandes qui nous viennent de la part de nos clients. Je peux vous dire qu'il y a 15 ans, il y avait très, très peu de demandes. C'était une minorité de nos clients qui nous demandaient ce genre d'investissement. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui nous choisissent pour ça, qui viennent nous voir et qui nous challengent sur ces sujets. Et donc, on a ce rôle, nous, de catalyseur de ces actifs clients vers la finance responsable. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'un client qui souhaite investir de manière responsable, souvent, c'est un peu diffus dans son esprit. Il n'a pas vraiment pris le temps de se poser pour réfléchir au type d'impact qu'il souhaite avoir. Et au fil des années, on s'est rendu compte que chaque conversation qu'on avait avec des clients commençait par essayer de cadrer
l'intérêt que ce client avait pour l'investissement responsable. Et donc, on prenait toujours 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le temps qu'il fallait pour cadrer si la personne était plutôt environnement, plutôt social, quel domaine au sein de cet environnement ou de ce social. Et, c'est un moment absolument indispensable pour être sûr qu'on va proposer la bonne solution au client et que le client a pris le temps nécessaire pour réfléchir à ce qu'il souhaite vraiment. Alors, c'est donc l'étape numéro 1, c'est pas de proposer des produits. L'étape numéro 1, c'est de comprendre quel est le profil d'impact de son client. Quand je dis profil d'impact, c'est vraiment à dessein parce que la réponse qui peut être donnée, même par nous, établissements bancaires, la réponse qui peut être donnée, elle est diverse. C'est-à-dire que le client qui veut avoir un certain type d'impact, il pourra avoir une réponse dans l'investissement, il pourra avoir une réponse dans la philanthropie, mais parfois il aura peut-être une réponse ni dans l'un ni dans l'autre en fonction de ses attentes précises, en fonction de son niveau de patrimoine aussi, parce que quand on n'a pas un patrimoine suffisant, parfois on n'a pas accès à un certain type de produits financiers qui sont trop risqués ou qui demandent une surface financière supérieure. Et notre rôle dans ce cas-là, en tant que banque, est aussi d'expliquer le champ des possibles. Mais on est d'accord que pour avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement, ou sur la société ou sur l'environnement, on peut aussi agir à titre personnel dans son comportement de consommateur, dans le temps qu'on peut dédier à une association, dans son comportement en tant qu'entrepreneur quand on est responsable d'une entreprise et qu'on intègre de la RSE dans ses actions au jour le jour dans son entreprise. Donc, nos clients, on a besoin de leur expliquer ça pour leur expliquer que c'est pas binaire, que si déjà ils font des choses extrêmement bien dans leur vie de tous les jours, il est tout à fait naturel d'aligner leur patrimoine sur leurs convictions qu'ils ont par ailleurs, et que c'est un alignement qui est tout à fait naturel. Et donc, pour nous aider à démultiplier cette phase de délimitation de l'intérêt des clients, nous avons créé un questionnaire pédagogique sur le web. C'est un questionnaire qu'on peut du coup envoyer à nos clients, qu'on a appelé My Impact, et qui permet, avec une série d'une vingtaine de questions, de les aider à déterminer quel est leur profil d'impacteur en tant qu'investisseur et ou en tant que philanthrope, de nous dire quels sont les objectifs de développement durable de l'ONU qui ont leur préférence, de nous dire quelles sont les exclusions qu'ils souhaitent apporter désormais dans leur portefeuille, de nous exprimer l'importance pour eux du retour financier par rapport à l'impact. C'est assez important pour positionner le niveau des produits qu'on va pouvoir leur proposer après. Et une fois qu'on a ces trois profils, s'engage une discussion avec le banquier privé. Donc, la première étape, c'était donc définir ce que le client voulait vraiment sur la base des ODD de l'ONU. Pourquoi on a pris ces objectifs de développement durable de l'ONU, c'est qu'ils sont un cadre maintenant extrêmement connu et universel, avec leurs avantages et leurs défauts que tout le monde connaît et qui font qu'ils ont quand même le mérite d'exister. Nous, on s'appuie énormément dessus. C'est un cadre très simple. La première fois qu'un client ou qu'une personne lit ces 17 ODD, ça lui permet déjà de cadrer, de structurer sa réflexion sur son envie. Et donc, une fois qu'il a fait qu'il a répondu à cette petite vingtaine de questions, s'engage une discussion avec son banquier privé s'il le souhaite. Et le but est d'affiner ce que le client souhaite pour ensuite proposer l'offre qui va correspondre à son profil financier et à son profil d'impact. Traditionnellement, justement, excuse-moi, justement, il y a des gens qui suivent cette discussion en direct, et il y a des personnes qui demandent en quoi. Donc, si vous avez maintenant le profil du client, par exemple, quelqu'un qui a regardé tous ces objectifs de développement durable ou de l'ONU, donc les 20 principes, on voit que c'est quelqu'un qui est très, disons, engagé en termes d'environnement, par exemple, ou d'autres éléments, peut-être égalité, comment dire, gender diversity, ou un autre élément, peu importe maintenant quels sont ou éventuellement d'autres éléments. Mais qu'est-ce que les gens souhaitent savoir? Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un investissement responsable? C'est quoi exactement un investissement responsable? Donc, quel est le produit que vous pouvez mettre en face d'un profil d'un client donné? Ouais. Alors, le profil du client,
on a donc avec ce My Impact, on a le profil d'impact, mais aujourd'hui, la réglementation nous demande de nous référer à un profil financier du client, le profil qui est établi en fonction du niveau de risque qu'on peut prendre pour lui et du niveau de retour financier attendu. Donc, ce qu'on a ajouté ici, c'est une troisième dimension qui est celle de l'impact. Donc, on va plus juste regarder risk-return, mais aussi risk-return impact. Et alors, on a aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle de l'évolution qu'il y a eu au cours des dernières années, c'est qu'on a des solutions dans les fonds d'investissement, les fonds ouverts, on a des solutions en actions, en obligations, on a des solutions en produits structurés, on a des solutions en private equity pour certaines catégories de clients qui peuvent aller dans ces produits-là, mais c'est encore un peu limité. On a des solutions, on commence à avoir des solutions en fonds alternatifs, et donc on a toute une panoplie. Alors, si on prend l'exemple d'un client qui souhaite avoir un impact sur le gender equality ou gender diversity, on a aujourd'hui quelques produits qui sont centrés sur ce gender diversity. Alors, ils le sont avec des angles un petit peu différents, avec des qualités, je dirais, ou des niveaux de durabilité parfois un peu différents. Certains vont très loin dans le filtre, si je prends cet exemple-là précis, certains vont très loin dans le filtre autour du gender diversity, sans forcément filtrer beaucoup sur les autres dimensions que sont la dimension environnementale, les autres dimensions du S et la dimension gouvernance. Et donc, on peut se retrouver avec des entreprises éventuellement étonnantes dans un fonds d'investissement responsable, même si elle est sous un angle gender diversity. Il y en a d'autres qui disent, voilà, pas parce qu'on est sur du gender diversity qu'il faut pour autant négliger l'attente d'impact sur les autres domaines. Et donc, ils vont mettre très haut les niveaux d'attente sur la partie environnementale aussi, les niveaux d'attente sur les autres dimensions sociales et sur la dimension gouvernance, sur l'absence de controverse, sur l'absence de présence dans un secteur controversé ou contraire à ce qu'on pourrait estimer être impact. Et par conséquent, même dans un fonds gender diversity, on a plusieurs types de qualités d'impact derrière. Sur un fonds environnemental, on a énormément de possibilités. Alors, elles vont pointer vers certains des objectifs de développement durable, mais comme on sait que tous ces objectifs sont interconnectés, quand on a un impact sur le 7, souvent on a un impact sur le 13. Voilà, il y a des choses comme ça, et je ne vais pas dérouler toute la ligne, mais bien évidemment, nos clients, l'avantage, c'est qu'on a le temps de leur expliquer comment est-ce que les uns influent sur les autres et comment est-ce que s'ils ont absolument voulu avoir un impact sur le 13, il n'y a pas forcément beaucoup de produits qui sont reliés, mais il y a beaucoup de produits qui sont dans cette sphère d'impact environnemental. Ok, donc alors, si je résume pour je ne sais pas si c'est une étudiante ou cette personne qui pose cette question, donc vous garantissez que l'argent de la personne qui investit se trouve dans un ensemble d'actions des entreprises qui ont une bonne réputation ou qui ont une bonne réalité sociale en termes, par exemple, d'égalité hommes-femmes en management, ou bien d'autres éléments éventuellement qui sont sélectionnés. Donc, vous pouvez garantir au client que son argent est investi dans un ensemble d'entreprises qui sont très bons dans cette dimension et pas dans d'autres. C'est ça le but d'un investissement socialement responsable, je pense. C'est comme ça qu'on doit expliquer le mécanisme. Le but d'un investissement social, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on ne peut pas forcément garantir une qualité irréprochable, on ne peut pas garantir que les entreprises seront toujours parfaites parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des mauvaises surprises, on sait très bien que il y a un portefeuille composé d'une cinquantaine d'entreprises, ne sont pas toutes au même niveau de durabilité, au même niveau d'atteinte des objectifs qu'on attend. En revanche, ce que l'on peut garantir, c'est cette recherche d'impact. Nous, on garantit en tant que distributeur, on n'est pas producteur, on n'est pas gérant des produits. En tant que distributeur, on garantit qu'on a fait notre due diligence et qu'on a classifié les produits selon leur niveau de durabilité. C'est quelque chose que nous faisons depuis 10 ans. On regarde les produits, nous sommes ce qu'on appelle en architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on fait appel à des différentes sociétés de gestion qui vont nous donner des fonds. Donc on n'a pas que des fonds BNP Paribas, on a beaucoup de fonds externes, comme on les appelle, qui sont de sociétés de gestion françaises, européennes, américaines, un peu partout. Et
on les étudie avec des critères homogènes pour établir une sorte de notation de durabilité de ces produits. Donc on va regarder tout un set de critères qui va permettre de les comparer de manière objective. Et après, l'information, c'est une information qu'on se doit et qu'on veut porter à nos clients pour que la décision soit entre leurs mains. C'est-à-dire que c'est au client de positionner le niveau de durabilité minimum qu'il veut. C'est au client aussi de nous exprimer son attente de ce qu'il veut, mais surtout de ce qu'il ne veut pas. Et ensuite, on va confectionner un portefeuille avec le maximum de nos possibilités. Il faut quand même être très conscient qu'aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus étendue qu'elle ne l'était il y a 15 ans, c'est évident. Elle continue à progresser, mais il y a des qualités extrêmement différentes. Et il y a encore des produits qui n'existent pas. Il y a encore des choses qui, si un client vient nous voir et nous demande d'avoir un impact financier sur certains des objectifs de développement durable, notamment alors le numéro 1, ou alors en gros, les objectifs plutôt sociaux sont souvent plus difficiles à adresser. Alors l'objectif 1, 0 est parfois compliqué, même si on peut se dire on va aller dans l'agroalimentaire, mais quand on veut l'agroalimentaire, on sait qu'il y a du bon et du moins bon. C'est parfois compliqué. Le paix et justice est aussi un petit peu compliqué à cibler. Le partenariat pour les objectifs qui est le 17 est très compliqué à cibler aussi. Mais on peut trouver tout un tas de solutions annexes qui sont soit dans le domaine de la banque, soit en dehors de la banque pour les aider. Alors, l'importance, si vous êtes à la place d'un client qui se rend dans sa banque, l'important c'est que vous ayez les informations à votre disposition pour prendre une décision éclairée. Et la décision éclairée, c'est avec le profil financier du produit, le profil impact du produit et son niveau de durabilité. Si le niveau de durabilité est moyen, il ne faut pas s'attendre à une perfection, une atteinte d'objectifs, un lien avec les objectifs de développement durable parfait. On a vraiment plusieurs niveaux. Nous, on note les produits financiers de 0 à 10. Trèfles, on a mis des trèfles pour différencier des étoiles Morningstar ou des choses qui sont beaucoup plus financières. Quand on est sur des produits qui sont à 9 ou 10, on va très très loin dans la recherche d'impact. Il y a une intention d'impact, il y a une mesure de cet impact, il y a un reporting de cet impact. Quand on est sur des produits qui sont à 2 ou 3, ils sont même pas investissement responsable selon nous. L'ISR pour nous commence à 5, mais un fonds qui n'a que 5, je dirais, il n'est pas forcément dans cette recherche et intention d'impact. Donc on a énormément de variétés de possibilités qui ont la vertu de composer des portefeuilles diversifiés. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous poussez la porte de votre banque et que vous souhaitez avoir un impact extrêmement ciblé, il ne faut pas oublier qu'il vous faut quand même une certaine diversification dans votre portefeuille pour limiter les risques associés. Souvent, qui dit impact très très fort, dit produit moins liquide, produit plus risqué, et donc ça ne peut pas composer l'essentiel ou la majorité de votre portefeuille. Donc il faut pouvoir équilibrer avec d'autres types de produits. Certains qui vont reproduire des indices ou en tout cas être proches de benchmarks connus qui sont traditionnellement employés. Et donc, ça permet d'avoir un équilibre entre des produits très thématiques, très ciblés, avec un impact que vous pouvez constater dans des rapports extra-financiers, dans des rapports d'engagement, dans des choses très spécifiques que produisent des sociétés de gestion. Vous pouvez comparer ça avec des produits qui sont plus, on les appelle mainstream en mauvais français, et qui vont permettre d'équilibrer un petit peu l'intégralité de votre portefeuille avec des choses un peu plus risquées, des choses un peu moins risquées. Alors, peut-être un tout petit mot, à moins qu'il y ait des questions, il y a une question, un tout petit mot sur le type de critères à regarder. Oui, ça va peut-être se rejoindre. C'est une question, quelqu'un demande quelle est la différence entre un investissement ESG, donc ça veut dire environnement, social, gouvernement, donc je pense que c'est ce que vous appelez un investissement ISR, et un investissement à impact. C'est une question de degré, et donc ça rejoint peut-être ce que vous vouliez dire, vous allez tourner vers les critères que vous appliquez, et donc c'est peut-être là où vous pouvez faire une distinction entre un investissement responsable ESG et puis un investissement impact. En effet, alors les définitions sont importantes et les définitions, malheureusement,
elles sont encore pas complètement arrêtées pour tout, je dirais. Et donc, chaque établissement financier a tendance à avoir sa propre définition. Et nous, on en fait un petit peu une synthèse pour les besoins de clients privés. On n'est pas un asset manager, on est une banque privée. Et donc, la distinction que je ferais, c'est on a l'ESG, on a l'ISR, on a l'impact. Donc, on a des produits qui ont divers niveaux d'intégration de l'ESG, donc divers niveaux d'intégration du développement durable dans leur processus d'investissement. Quand on commence à passer un certain niveau d'intégration de cette ESG, on passe au niveau de l'ISR. Et quand on va vers une intention d'impact beaucoup plus marquée avec intention, mesure et reporting, là, on arrive dans l'impact des produits qu'on appelle impact investing. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est un ensemble de critères. On ne va pas regarder la composition du fonds à un instant donné, parce que cette composition ne peut pas donner le processus d'investissement dans le temps. Elle donne juste une photo d'un portefeuille. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de tabac dans mon portefeuille que j'en aurai jamais. Or, si l'asset manager m'a dit non, j'exclus le tabac de mon portefeuille, je saurai que dans le temps, il n'y aura jamais de tabac dans ce portefeuille. C'est une vraie différence. Donc, nous, ce qu'on va regarder, pour avoir une vision assez globale et pouvoir comparer les fonds de manière objective, on va regarder les pratiques ESG et la façon dont la société de gestion va étudier ces pratiques ESG. Donc, est-ce qu'ils ont une équipe en interne pour le faire? Quelle est la composition de cette équipe, le background de cette équipe? Est-ce qu'ils viennent du monde non financier ou est-ce qu'ils ont toujours été financiers? Est-ce qu'ils s'appuient sur des données externes? Est-ce qu'ils s'appuient uniquement sur des données qu'ils récupèrent eux-mêmes auprès des entreprises? On va regarder quelles sont les exclusions qu'ils appliquent à leur univers d'investissement, donc les secteurs qui les excluent, les entreprises qui les excluent sur base de violations à des normes internationales, éventuellement les activités controversées qu'ils souhaitent exclure. Ça, c'est aussi important pour voir un peu quelles sont les choses dans lesquelles on n'ira pas. On regarde un autre point qui pour moi est clé. En fait, la question à se poser quand on regarde un produit financier sous cet angle-là, c'est quel est l'impact de cette partie du processus d'investissement pour mes clients. Donc, quand mes clients investissent dans ce produit, qu'est-ce que ce critère va avoir comme impact? Il y a un critère qui n'est pas forcément très connu des investisseurs finaux, c'est la partie vote et engagement. L'importance du vote et de l'engagement dans l'impact qu'on peut avoir avec son investissement, parce que quand les sociétés de gestion exercent leur droit de vote aux assemblées générales, vote positif, vote pour, vote contre, mais aussi vote neutre, donc abstention, c'est un message, c'est un début de dialogue avec l'entreprise. Souvent, le dialogue a commencé avant l'assemblée générale et peut se continuer avec de l'engagement. Et ça, c'est un message extrêmement fort. Nous, on regarde beaucoup ça, l'engagement qui est fait par les sociétés de gestion, parce que c'est un vecteur d'impact méconnu par les investisseurs et qui a la beauté de voir des sociétés de gestion s'allier, des concurrents du coup, s'allier entre eux pour un même objectif d'amélioration des pratiques ESG des entreprises. Et on a des sociétés de gestion qui s'allient, on a des fonds de pension qui s'allient avec eux, on a voilà, tous ces détenteurs de capitaux qui vont s'allier pour faire évoluer les pratiques ESG des entreprises. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que un client qui achète un fonds ISR n'est pas du tout au courant de tout ce qui se passe dans l'arrière-boutique et qui est vraiment vecteur d'extrêmement de progrès et d'évolution sur les 20 dernières années. L'engagement a permis une augmentation de la transparence et donc des indicateurs qui sont donnés à tout un chacun, a permis d'augmenter les pratiques ESG, les engagements des entreprises de manière assez significative. Et dans tous les secteurs de l'économie, c'est ça la beauté de l'exercice, c'est que chacun a sa capacité, son expertise et donc va agir tous ensemble. Il va y avoir des actions qui vont être menées auprès de tous les secteurs de l'économie. Donc ce vote et cet engagement sont très importants à évaluer. On évalue la transparence aussi. Quelle est la capacité de ces producteurs de produits à expliquer simplement la façon dont ils intègrent le développement durable dans leur processus d'investissement. Il y a une question.
il y a une Les question. reporting, oui. Voilà. Il y a une question à ce niveau-là. Il y a des personnes qui demandent est-ce qu'il y a une sorte de transparence sur les grilles d'évaluation? Est-ce que le client, éventuellement, il peut lui-même regarder cette grille et contrôler lui-même si la note qui est donnée à une entreprise correspond à ce que lui donnerait étant donné en appliquant cette grille? Donc, dans quelle mesure les grilles d'évaluation et les notes sont transparentes par rapport au client? Alors, les notes que nous donnons, nous, sont des notes sur le produit financier, pas sur l'entreprise en direct. En revanche, nous, banque privée, nous allons évaluer la façon dont la société de gestion va évaluer l'entreprise. Donc, le client final n'a pas accès à cette grille d'évaluation de la société de gestion. En revanche, ce que l'on regarde, c'est comment est-ce que la société de gestion peut expliquer simplement son processus d'investissement, son processus de screening ESG, d'évaluation des entreprises sur ces pratiques, sur ces critères-là. Souvent, vous le voyez sur les sites internet, c'est expliqué plus ou moins directement, c'est accessible soit directement de la page, la première page, soit il faut chercher un petit peu. Tout ça, d'ailleurs, ce sont des indications sur le niveau de transparence de la société de gestion, selon que c'est accessible tout de suite ou en cherchant énormément. Et donc, il y a vraiment plusieurs niveaux, mais l'investisseur final, il a rarement accès à la grille d'évaluation de la société de gestion. Merci Rarement, beaucoup. voire jamais. En général, les seuls qui y ont vraiment accès sont des clients plutôt institutionnels avec des mandats extrêmement conséquents et qui ont un rapport direct avec la société de gestion, qui ne passe pas par une banque, un distributeur comme nous le sommes nous, pour avoir accès à ces produits. Peut-être une dernière question. J'avais mentionné au début que ça se développe rapidement et donc il y a quelques années on a fait. Ça a coupé, je ne vous ai pas entendu. Ah oui, au début de la discussion, j'avais mentionné que ça se développe, l'investissement socialement responsable. Et donc, vous avez référé qu'il y avait déjà depuis longtemps, de longue date, des clients particuliers. Les premiers, en fait, étaient des congrégations religieuses qui ne souhaitaient pas investir dans des secteurs comme l'armement ou le tabac ou éventuellement la pornographie, des choses comme ça. Il y avait des critères d'exclusion, ça date déjà depuis peut-être une trentaine d'années ou plus. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous avez une idée du volume, l'évolution du volume des placements en ISR et en impact en total, et en termes à la fois dans l'absolu et en termes de part de marché par rapport à il y a une dizaine d'années, comment ça évolue? Alors, c'est une question compliquée que vous me posez là parce que les limites et les définitions ayant évolué, on ne parle pas des mêmes choses aujourd'hui par rapport à ce dont on parlait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, vous donner une idée des volumes, il aurait fallu que je fasse un peu de devoir et que j'arrive à comparer des choses qui sont difficilement comparables. Donc là, j'ai pas de grands chiffres à vous donner parce que la façon dont on parlait du sujet il y a 10 ans n'est vraiment pas la même qu'aujourd'hui et les fonds d'exclusion qui pouvaient être suffisants il y a 15 ans, aujourd'hui ne sont pas considérés comme ISR. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant d'exclure certains secteurs pour être considérés comme ISR. Il faut aussi avoir ce filtre positif de connaissance de la qualité ESG des entreprises pour ensuite décider de faire son portefeuille. On ne peut pas juste dire j'exclus tel et tel secteur et c'est bon, je suis ISR. Ça suffit plus. Alors qu'avant, ça faisait partie des possibilités. Donc, on est sur des définitions extrêmement mouvantes. Ce que je peux vous dire, c'est que chez Wealth Management, c'est un sujet qui, en 2011, représentait des encours de 600 millions d'euros et un taux de pénétration de 1,6% sur notre... Alors, je parle de fonds, hein, 600 millions d'euros en fonds dans nos différents pays et 1,6% de taux de pénétration. C'est-à-dire qu'on avait 1,6% des fonds investis chez Wealth Management qui étaient des fonds ISR. Aujourd'hui, on est à plus de 20 milliards et on a un taux de pénétration qui est autour de 30%. Donc on est passé de 1,6 à 30%. Donc on a aujourd'hui un tiers de nos fonds qui sont ISR et ça ne fait que progresser. Ça ne fait que progresser parce que les clients le demandent, mais parce que nous transformons aussi notre offre pour avoir plus de produits responsables. Et parce que la place crée plus de produits responsables de bonne qualité qui passent nos critères et que l'on peut du coup proposer à nos clients. Parce que là, je vous donne l'ISR selon nous. Je vous donne pas l'ISR selon les labels de la place, selon ce qui existe. C'est vraiment selon notre propre définition. Et il y a des fonds qui se disent ISR que nous ne considérons pas comme ISR.
Et donc, c'est vraiment important de faire cette distinction. Donc là, les chiffres que je viens de vous donner, c'est selon notre propre définition de la qualité, de la durabilité des produits. Mais on a vraiment vu une progression incroyable sur les 10 dernières années, une accélération notamment ces 3 dernières années. Ok. Ça ne va pas s'arrêter. Merci beaucoup pour ces informations très précises et on voit que c'est une explosion en fait fulgurante de ces investissements et donc on ne peut qu'en s'en réjouir de cette évolution. Je propose maintenant peut-être d'écouter Xavier Leroy qui est qui est à l'autre bout un petit peu de ces investissements socialement responsables. Juste Xavier Leroy travaille à Etifinance et Etifinance, il dirige Etifinance et donc Etifinance c'est un provider comme on dit, donc c'est une institution une entreprise qui collectionne et qui développe des notes pour des PME spécifiquement. Et donc, comme il y avait des questions ici sur les critères, sur les grilles d'évaluation, et comment on fait ça, comment on peut évaluer une entreprise qui fait partie d'un fonds, évidemment, d'investissement, enfin, dans lequel on investit, et donc on a une moyenne après sur l'ensemble d'entreprises dans lesquelles on investit pour donner une note à un fonds. Et comment on fait dans le détail pour évaluer une entreprise sous l'angle à partir des données non financières, extra-financières, notamment environnement, gouvernance et des aspects sociaux. Xavier, ok, je vous laisse un peu expliquer ce que vous faites à Etifinance. Il y a quelques slides aussi, je crois, et on apprendra un peu plus sur cette production de données extra-financières. Je vous laisse la parole, oui. Merci beaucoup. Etifinance, en effet, est ce qu'on appelle une agence de notation extra-financière ou d'évaluation extra-financière. Et à l'origine, nous sommes et nous restons avec un tropisme sur les ETI PME qui restent parfois un peu à l'écart de tout ce processus d'évaluation. Donc voilà pour situer notre activité, mais nous sommes aussi, et dans une double casquette, une activité de conseil aux investisseurs et aux banquiers dans la mise en œuvre de stratégies ISR ou de stratégies à impact. Nous accompagnons un certain nombre d'acteurs institutionnels, de sociétés de gestion ou de banques dans la mesure ou dans la définition de stratégies permettant de mettre en évidence des stratégies ISR ou des stratégies impact. D'ailleurs, pour rebondir sur un des points que vous mentionnez précédemment, on voit aujourd'hui, et ça sera la slide suivante, sur cette notion d'impact et la façon dont nous le mesurons, et pour revenir à votre question plus précisément, on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, le couple risque-rentabilité des investisseurs qui a été, je dirais, le paradigme du XXe siècle. Aujourd'hui, les investisseurs souhaitent un supplément d'âme, si vous me permettez l'expression, et souhaitent avoir une mesure de la contribution, de l'impact de leur investissement sur un certain nombre d'éléments, sur l'environnement, sur la société, sur le capital humain, que sais-je encore. Et c'est effectivement la question qui se pose une fois qu'on a mis en évidence ce besoin des investisseurs, c'est comment l'objectiver, comment le mesurer, comment rajouter cette couche supplémentaire à la couche, j'allais dire ESG traditionnelle que nous connaissions jusqu'à présent, afin de répondre à ce besoin. Alors, comment travaille une agence d'évaluation extra-financière? Moi, je peux parler d'Etifinance, mais les grandes agences sont sur des modèles qui sont par bien des aspects semblables, si ce n'est la nature des entreprises qui sont plus petites dans le cas d'Etifinance. Le processus est toujours le même, c'est de définir un référentiel, donc une liste d'indicateurs selon les piliers. Donc, les piliers ESG que vous avez mentionnés. Chez Etifinance, nous avons la particularité de séparer le social entre ce qui est capital humain et ce qui est, on va dire, sociétal, partie prenante externe. Et nous avons, pour chacune de ces familles, des indicateurs qui vont permettre d'évaluer l'entreprise. Et nous travaillons au travers d'une collecte d'informations publiques. Et dans le cas précis, puisque le niveau de publication de transparence des entreprises moyennes, fussent-elles cotées, est un peu plus faible que celle des grands groupes, on le complète dans le cadre d'un dialogue avec ces entreprises afin de maximiser la collecte d'informations sur lequel ensuite les critères sont scorés avec des formules
qui sont des formules absolues, des formules à la tendance, peu importe, qui vont varier selon les macro-secteurs de l'entreprise, qui vont varier selon sa taille, parce qu'on ne va pas exactement scorer de la même façon une entreprise de moins de 100 salariés, une entreprise qu'on a 4000, etc. Donc on a toute cette mécanique de scoring qui permet et bien ensuite d'aboutir à un score de l'entreprise et ainsi de pouvoir mesurer à la fois son évolution dans le temps, mais aussi son positionnement par rapport à ses pairs. Voilà le travail tel qu'il est fait sur les notions de score ESG, qui, dans les agences, comme dans la nôtre par exemple, sont complétées par d'autres éléments. La recherche de contribution aux EDD, donc quelle est la contribution positive des produits et des services. C'est complété par des éléments liés aux activités controversées, ou bien ça va être, dans notre cas aussi chez Etifinance, ce qu'on appelle la recherche de controverse, c'est-à-dire de l'information que l'on capte via les parties prenantes, via la presse, pour quelque part contrebalancer les éléments déclarés et publiés par l'entreprise. C'est la façon dont nous évaluons les entreprises d'un point de vue ESG, et c'est la donnée que nous fournissons à nos clients investisseurs. Et donc, vous aviez raison tout à l'heure de mentionner l'aspect éthique. L'ESG ou l'ISR vient à l'origine de l'éthique. Maintenant, on veut mesurer, on a besoin de mesurer la façon dont les investissements peuvent avoir un impact positif, comme je le mentionnais tout à l'heure. C'est vraiment là, aujourd'hui, depuis 18 mois, nous sommes chez Etifinance, confrontés à ces demandes, à la fois du côté de la construction de fonds thématiques ou de stratégies d'investissement, mais également dans la notion de données. Et les données pour mesurer de l'impact, elles sont souvent des données brutes. Alors on parle souvent de l'environnement et d'autres intervenants en parleront mieux que moi probablement, mais si je prends par exemple l'impact social, au sens capital humain du terme, il est clair qu'on va plutôt se baser sur de la donnée brute. Je pense à la création d'emplois, le taux de formation, le taux de mixité, enfin des éléments qui permettent de mesurer dans le temps l'évolution de l'entreprise. Et ces éléments vont être captés comme des éléments assez discriminants pour constituer des fonds thématiques, par exemple. Et donc, les données vont être utilisées avec un fonds ESG généraliste, plus des éléments complémentaires pour proposer des solutions au marché. Mais il y a aussi un phénomène que l'on voit apparaître, qui est le fait que l'investisseur peut aussi avoir lui-même un impact sur l'entreprise au travers du mécanisme de financement. Et donc, on voit, nous sommes très actifs dans la R&D et sur ce type de processus. On voit le développement du crédit bancaire à impact qui fait que la banque, en tant que prêteuse, va bonifier son taux en fonction de l'atteinte de KPIs d'impact particulier ou de performance générale. Ou bien, on le voit même dans le fonds de dette privée où de la même façon, le taux peut être bonifié. Et puis, un dernier élément sur la notion d'impact, comment les investisseurs, une fois qu'ils ont capté ces données, qu'ils ont pu faire leur choix, et une autre façon d'influencer les entreprises pour ces contributions positives, eh bien, ça va être l'engagement actionnarial ou l'engagement, même nous on pense que les obligataires peuvent le faire, c'est le fait que les investisseurs vont alerter les entreprises sur des thématiques. Historiquement, ils l'ont toujours fait sous la gouvernance, mais le faire également sur des sujets d'environnement ou des sujets sociaux ou sociétaux. Donc voilà cette notion d'impact. Et puis, il y avait en point de mire de notre échange et de cette table ronde, cette notion, et ce sera le slide suivant, cette notion aussi mais quid de la rentabilité financière. Nous avons, nous, sur un travail que nous avons conduit, que nous conduisons toujours à l'initiative de Malakoff Humanis depuis 2019, on a développé, construit un indice de capital humain en entreprise. Et en fait, quelle était l'idée? C'était de voir quelle était la performance générale d'une entreprise d'un point de vue économique et financier, et même boursier d'ailleurs pour celle qui était cotée, par rapport à sa performance sociale. Et on s'aperçoit que performance sociale, selon l'étude que nous avons conduite sur plusieurs centaines d'entreprises, on voit bien que la performance économique est synonyme de performance sociale, que la structure financière est plus saine. Et puis on a même fait une mesure qui montrait que plus une entreprise était performante au niveau social, plus elle prenait en compte son impact en termes de capital humain, plus elle était résiliente en bourse, moins elle était volatile. Donc pour dire aussi que cette vision de l'investisseur, elle n'est pas qu'une vision, je dirais, philanthropique, c'est aussi une vision, nous semble-t-il, presque fiduciaire, c'est-à-dire que le fait d'aller chercher de l'impact, de pouvoir le mesurer, de pouvoir s'appuyer sur des critères objectifs
et de les comparer, c'est aussi une façon pour l'investisseur ou pour le prêteur de prendre moins de risques ou de créer de la richesse. Ok. Tout à l'heure, Eleonore Bedel a aussi mentionné la forte corrélation entre, si par exemple, si une entreprise est assez performante au niveau social, ou dans la dimension S, elle est souvent aussi dans d'autres dimensions. Donc, si on a quelque chose comme, on avait pris l'exemple de gender diversity, si on est bien là, souvent c'est que le management, disons, est assez conscient de différents problèmes et on a une corrélation dans les différents secteurs, aux différents piliers des mesures. Est-ce que vous observez la même chose, qu'il y a effectivement beaucoup de corrélations? Des entreprises, disons, responsables, en général, ont un œil sur les différents aspects du management ou pas? Je rejoins tout à fait ce constat. Nous l'avons mesuré dans le cadre de ces indices du capital humain en entreprise, c'était que performance sociale était synonyme de performance RSE. Une entreprise qui se préoccupe schématiquement de ses salariés, elle se préoccupe aussi de ses actionnaires, elle se préoccupe de ses clients, de ses fournisseurs, elle se préoccupe de l'environnement. C'est-à-dire que cette préoccupation, elle est un peu générale. Donc ça, c'est ce que nous constatons en tant que tel. Ceci étant dit, la performance sociale, elle va être aussi, et ça c'est un point que j'aurais pu mentionner, elle est plus délicate à mesurer, à prendre en compte, même et de façon générale, une performance RSE entre une petite et une grande entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes focalisés chez Etifinance plutôt sur les ETI PME. Tout simplement parce qu'une grande entreprise a des moyens et a une capacité à formaliser les choses. Elle est même soumise à des réglementations qui lui sont particulières. Et donc, je dirais, elle a les moyens, entre guillemets, de pouvoir à la fois mettre en place des processus et communiquer. Une PME de 50 salariés, elle ne va pas avoir un bilan social. Et ce n'est pas pour autant qu'elle ne va pas prendre en compte ces dimensions, que ce soit les dimensions S ou les autres dimensions. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse les capter par des éléments, des signaux qui nous permettent de dire, effectivement, le fait de se préoccuper du niveau de formation de ses salariés, le fait d'avoir un taux d'absentéisme ou d'accidentologie qui soit réduit, ça démontre bien que cette entreprise qui n'a pas formalisé une politique sociale parce qu'elle est petite a pris en main le sujet, et on le constate plutôt sur des résultats que par un aspect de formalisation. Donc pour répondre à votre question, c'est tout à fait vrai, à la condition, bien entendu, d'adapter cette évaluation, que ce soit le pilier social ou la RSE en général, à la taille de l'entreprise et à sa capacité de formaliser. Pour évaluer une PME, donc pour les grandes entreprises, il y a des obligations de reporting qui sont très développées. On peut avoir des KPIs dans les différentes dimensions et avoir un chiffre. Pour les PME, notamment aussi les PME éventuellement non cotées, ces obligations de reporting, comment on dit ça, de rapporter sont moins développées. Et donc, vous devez forcément, je pense, discuter ou avoir des questionnaires envoyer à ces gens, ou éventuellement discuter, demander des renseignements. Dans quelle mesure êtes-vous en mesure de vérifier l'exactitude parce que ça reste quand même beaucoup de déclaratifs, je suppose? Alors vous avez raison, hein, les éléments ne sont pas tous audités. Il est évident que les sociétés cotées, fussent-elles petites, ont des contraintes de publication et de transparence qui vont bien au-delà de ce à quoi sont soumis des entreprises non cotées. Et puis accessoirement, il y a ce qui existe en France et puis il y a ce qui existe dans d'autres pays ou sur d'autres continents en termes de transparence. Donc la réponse est, il n'y a pas de possibilité d'évaluation sans un dialogue, notamment pour le non coté, sans une collecte directe auprès des entreprises. Et cette collecte, elle est faite principalement, en effet, à base d'éléments déclaratifs. Alors nous n'allons pas évaluer la qualité comment dirais-je, la véracité des éléments. La façon pour les agences de notation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est de confronter ces éléments de déclaration de l'entreprise, c'est de les confronter notamment aux controverses, c'est-à-dire de vérifier qu'il n'y a pas d'éléments qui contredisent ces éléments déclaratifs. Un point enfin, ces entreprises, elles sont systématiquement
dans des processus de financement lorsque nous les évaluons, puisque nous travaillons, comme je le précisais, pour des investisseurs ou des prêteurs. Je dirais le degré de transparence sur le ESG, il est très lié aussi au degré de transparence sur l'aspect financier, tant il est vrai qu'il y a des éléments qui sont proches. Je pense par exemple à la structure de l'entreprise, à ses éléments de gouvernance, etc. Donc tout ça pour dire que c'est pas une question de problème de véracité de l'information, me semble-t-il, c'est une question plutôt de disponibilité de l'information. Et souvent, les entreprises, enfin, elles sont de bonne volonté, elles sont plutôt confrontées au fait que lorsqu'on est confronté à un référentiel, on n'a pas nécessairement la donnée, on n'a pas nécessairement la donnée historique pour pouvoir répondre au questionnaire. Et forcément, lorsqu'on ne répond pas, bien, on est pénalisé en termes de score. Et c'est plus un risque, une absence de transparence au sens d'une absence d'information disponible, plutôt qu'une problématique, me semble-t-il, de véracité d'information. Petit à petit, les entreprises, même petites, sont de plus en plus disponibles sur ce type de sujet et les générations d'entrepreneurs sont de plus en plus sensibles à la mesure de ces sujets et à leur communication à l'extérieur. Non, vous avez parfaitement raison. Le mot véracité n'était pas bien choisi. Je voulais dire l'accès à l'information plutôt. On a le même problème d'ailleurs pour les rankings des classements des écoles de commerce. Parfois, il y a des questionnaires, on n'a pas toujours exactement le prix. Selon le critère qui est demandé, on n'a pas toujours l'information. C'est un problème. J'ai une toute dernière question et c'est par rapport aux controverses. Donc, il y a un petit paradoxe. Disons, les données qu'on utilise pour évaluer l'entreprise et quand il y a par exemple un petit scandale ou quelque chose, un loupé ou quelque chose qui n'a pas marché ou ça peut être une affaire de harcèlement dans une entreprise ou bien une affaire de corruption même ou n'importe quoi. Ça peut être un petit ou grand événement. Et le problème, c'est que du coup, la note de l'entreprise va baisser beaucoup, alors que donc, les données et une controverse, c'est toujours le passé. Mais il se peut qu'une entreprise qui est confrontée à une difficulté ou à une controverse ou une erreur ou quelque chose qui n'a pas marché, justement, met en place des politiques ou des mesures pour l'avenir qui sont prometteurs, vraiment des mesures fortes pour que ça ne se reproduise plus. Alors, un investisseur, normalement, il est orienté vers le futur et pas vers le passé. Et la note, elle est basée sur le passé. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Alors, d'abord, un mot, c'est que les controverses, dans une agence de notation, ça répond à des méthodologies qui sont très précises. On a des thématiques de controverses. Ensuite, on a des niveaux de gravité, on a des analyses croisées pour fournir l'information. Deuxièmement, la controverse, lorsqu'on parle de controverse dans une agence, on réagit finalement très peu à chaud parce qu'il y a un temps d'analyse, donc ce n'est pas non plus le fait de marché ou la rumeur de marché, c'est quelque chose qui prend de l'importance. Troisième point, tous les grands groupes cotés ont des controverses parce qu'ils sont tellement grands que selon les pays, selon les endroits, selon les thématiques, ils sont confrontés à des controverses. Donc ce qui est important, c'est la gravité de la controverse. Et pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de fonds ISR ont des règles d'exclusion de leur portefeuille d'entreprises qui ont eu des comportements, et vous avez raison sur le passé, qui ne sont pas conformes à leur stratégie d'investissement. Donc il y a une forme d'exclusion. Alors maintenant, est-ce qu'il y a le droit à la repentance? Bien sûr, il y a un temps, les agences ont réévalué les notes régulièrement, mais il y a une période durant laquelle, en effet, on prend en compte cette note et cet aspect passé, parce que lorsqu'on a des scandales qui sont très très importants, dans des controverses très très élevées, derrière il y a des enjeux financiers aussi qui sont très importants et qui ne sont pas tous nécessairement soldés. Donc je dirais ça dépend du niveau de controverse, ça dépend aussi de la façon, et ça c'est le point qui est important, dont l'entreprise va répondre à la controverse en question. Et nous, ce qu'on évalue, ce qu'on réévalue, c'est le niveau de réponse. C'est-à-dire que, en effet, si immédiatement des mesures sont prises, ça va être pris dans la mise à jour du niveau de controverse et dans la note de l'entreprise. C'est donc une façon, effectivement, mais je distinguerais ce qui est du marché, de ce qui est de l'ISR, et puis je distinguerais aussi le niveau de controverse à gravité. Mais clairement, ce qui est important, c'est la prise en compte de la réponse de l'entreprise face à la controverse à laquelle elle s'est exposée. Merci beaucoup. Peut-être que Éléonore,
Bedel a des choses à remarquer ou à compléter par rapport à ce qui a été dit. Je vous laisserai bien. Alors, j'adorerais, mais malheureusement, j'entendais absolument pas Xavier. Ça fait 20 minutes que j'entends pas du tout ce qu'il dit. J'entends que vos questions, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. C'était sûrement parfait, mais je peux malheureusement pas commenter. Ok, bon, merci. Ok, merci beaucoup. J'espère que les auditeurs ailleurs ont entendu. Nous, on a bien entendu ici. Ah oui, apparemment, les autres personnes ont bien entendu. Tant mieux. Oui, tant mieux. Ok. Donc, je propose qu'on passe à la troisième intervention. Donc, ce sont deux personnes qui vont intervenir par rapport à un projet, d'ailleurs en partie subventionné par l'Union européenne, pour explorer un petit peu les possibilités pour la transition écologique, énergétique. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des potentiels qui peuvent être financés et qui peuvent être rentables, mais il y a parfois un manque d'informations et les gens ne voient pas ou ne savent, à la fois les banquiers et les entreprises ne sont pas toujours au courant de toutes les possibilités de faire une transition énergétique financièrement rentable et écologiquement intéressante. Donc, on va d'abord écouter Guylain Kals, qui travaille à l'ADEME, qui représente la partie publique, parce qu'en fait, il s'agit d'une initiative qui est à la fois portée par quelques institutions publiques et aussi par des partenaires privés. Donc, c'est comme disait hier Philippe Vasseur dans la séance d'ouverture, ce qui est important dans ce genre de discussion, ce genre de projet, ce genre de mise en œuvre de nouvelles stratégies d'entreprise, c'est la coopération entre à la fois la régulation, les instances publiques et les initiatives privées. Voilà, c'est un exemple. Donc, Guylain, peut-être en quelques minutes, le projet, et ensuite on écoutera Yael Silverberg qui va expliquer comment ça se met en œuvre de la part d'un partenaire aussi qui s'appelle Greenflex. Donc, Guylain. Bonjour Gert, merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, donc je vais présenter d'abord en deux minutes le projet dans sa globalité et ensuite on présentera 3 focus avec elle sur différentes actions qui concernent plus spécifiquement les entreprises, donc qui sont plus liées à la décarbonation de l'industrie et à la décarbonation des business models des entreprises de manière générale. Alors pour commencer, donc quelques mots voilà, sur le projet Finance Climat. Donc pour expliquer rapidement en fait à des personnes qui connaissent pas le projet de quoi il retourne, j'aime bien dire que c'est la boîte à outils de la finance durable, ou en tout cas c'est une des boîtes à outils de la finance durable. Et l'objectif qui nous est donné, c'est de contribuer à la mise en œuvre du plan d'action de la Commission européenne sur la finance durable et au volet finance durable de la stratégie nationale bas carbone de la France. Donc comme tu l'as expliqué en introduction, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Life Climat, qui est coordonné par l'ADEME et qui est porté par un consortium de 8 acteurs dont de la finance durable en France, dont on voit les logos s'afficher sur le diapo. Donc ces 8 partenaires disposent d'un budget de 18 millions d'euros sur 5 ans pour développer des nouveaux outils, des méthodes et des connaissances nouvelles sur 3 axes. Un premier axe qui vise à aider les épargnants, donc là c'est vraiment directement lié à l'intervention d'Eleonore, sur l'intégration d'objectifs environnementaux, en particulier climatiques, dans leurs décisions de placement. Donc une grosse partie du travail est liée à l'élaboration et au déploiement de l'écolabel européen sur les produits financiers qui est en cours de développement. Un deuxième axe concerne les institutions financières et leurs superviseurs, et là l'objectif c'est de développer de favoriser l'intégration des considérations climatiques dans leurs processus de décision habituels, que ce soit les définitions de stratégie d'investissement, les questions de gestion des risques en particulier. Donc, je dirais un petit mot sur l'outil Assessing Low Carbon Transition juste après. Et puis enfin, le troisième axe,
qui est consacré aux industriels et qui vise à soutenir l'investissement décarboné et dans l'efficacité énergétique et dans les projets bas carbone. Et donc, on reviendra là-dessus avec Yael. Voilà, donc ça c'est pour le projet Finance Climat dans sa globalité. Les 3 axes sont représentés là dans le diapo que vous voyez. Donc, pour faire le focus sur les questions de décarbonation de l'industrie. Alors, dans le cadre du projet, il y a d'une part des travaux à l'ADEME qui sont menés par le service industrie avec les industriels et leurs financeurs. Donc, vraiment l'industrie, là on parle vraiment industrie lourde, pour élaborer des trajectoires de décarbonation. L'objectif, c'est de les aider à anticiper les changements de business model et de procédés qui vont être rendus nécessaires par la transition. C'est d'anticiper les évolutions aussi du côté de la demande, puisque les marchés aval sont eux aussi bouleversés. Et puis, c'est de réussir les investissements et les mutations des emplois qui vont accompagner cette transformation, tout en restant évidemment compétitif. C'est tout l'enjeu. Donc, il y a une équipe d'ingénieurs et d'économistes spécialistes de l'industrie qui travaillent d'arrache-pied à l'ADEME sur ces 9 plans de transition sectorielle. Les 9 plans vont couvrir le ciment, l'aluminium, l'acier, le sucre, le papier carton et le verre. Et dans la chimie, l'éthylène, le chlore et l'ammoniac. Alors, pourquoi ces secteurs? Il faut savoir que l'industrie dans sa globalité a un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 81% en 2050 par rapport à 2015. Et que, par ailleurs, l'industrie représente 18% des émissions de gaz à effet de serre en France en 2018, et que sur ces 18%, les 9 secteurs que nous allons couvrir représentent déjà, rien qu'à eux seuls, 70% du total. Donc, ils pèsent très lourd. Et la décarbonation passe à la fois par une évolution du mix énergétique qu'ils utilisent, donc remplacer les sources d'énergie fossile encore utilisées dans ces secteurs par des énergies renouvelables. Mais ça passe également et encore plus par une décarbonation des procédés eux-mêmes, puisque les procédés industriels eux-mêmes, hors usage énergétique, en fait, produisent des émissions de carbone. Donc, dans chacun de ces plans, l'objectif, c'est vraiment de donner une vision à 360 degrés des mutations qui sont nécessaires, à la fois en termes de choix technologiques, les structures de coûts que ces technologies représentent et donc les besoins d'investissement qui vont être nécessaires, l'évolution de la demande comme levier de décarbonation, donc faire évoluer par exemple, si on regarde le ciment, la demande en termes de bâtiments, de modalités de construction des bâtiments. Il y a des mutations de l'emploi et des compétences qui vont devoir accompagner ces transformations, comme je le disais. Et puis, évidemment, on regarde également quelles mesures de politique publique et quels changements de pratiques chez les acteurs privés sont nécessaires pour accompagner tout ça. Donc, sur leur modalité de construction, c'est vraiment des plans de transition sectorielle. Donc, voilà, là, vous voyez le camembert avec les 4 grosses briques qui reprennent les éléments que je viens de lister. Non, vous pouvez rester sur ce diapo pour l'instant. En termes de construction de ces trajectoires, de ces plans, c'est vraiment une collaboration étroite qui est menée avec les acteurs des secteurs, à la fois les fédérations et les plus gros acteurs de chacun des secteurs, ainsi que les ONG, qui représentent les consommateurs, l'ensemble des parties prenantes aval dans les chaînes de valeur. On développe des données sur les coûts des technologies, donc il y a une base de données qui va être produite, ainsi que des modèles en fait pour faire des estimations de la demande à long terme et des besoins d'investissement. Alors, on a déjà quelques résultats sur le ciment qui apparaissent sur le diapo suivant. Juste pour vous donner un peu une idée de ce à quoi vont ressembler les résultats finaux. Donc, le rapport complet sera publié début 2021, mais ce qu'on a pu déjà estimer, c'est qu'il y a un besoin d'investissement de quasiment 5 milliards d'euros pour réduire les émissions de 51% dans le ciment en 2050. Et tout ça prend place dans un contexte où la demande elle-même diminuerait de 18%. Puisqu'on prend l'hypothèse de la SNBC d'une diminution de la demande de logements neufs en construction.
Et il se trouve que, comme vous le voyez, il y a encore 3 millions de tonnes de CO2 qui ne sont pas abattables en fait. Donc cette trajectoire prend en compte uniquement les technologies matures et quasi matures, donc des technologies qui sont déjà déployables en l'état actuel des connaissances et du progrès technique. Et on voit qu'il reste encore 3 millions de tonnes qui ne sont pas abattables avec ces technologies. Donc nos travaux vont nous amener à explorer les besoins de recherche et de développement technologique qui seront nécessaires pour approfondir cette trajectoire de décarbonation. Donc, quelques éléments aussi de calendrier pour finir. Sur les autres plans de transition sectorielle, donc l'aluminium et l'acier, on a déjà démarré les travaux, donc on devrait aboutir à des publications au printemps de l'année prochaine. Et sur l'ensemble des autres secteurs, les travaux démarreront en 2021 et on prévoit de publier tous ces éléments au cours de l'année 2022. Donc voilà pour les plans de transition sectorielle et je passe maintenant la main à Yael pour vous parler du programme Invest. Merci. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par me présenter rapidement et puis de dire un petit mot rapide aussi de Greenflex. Moi, je suis directrice conseil chez Greenflex en charge de tous les sujets de finance durable et j'accompagne les asset managers et les investisseurs institutionnels dans leur démarche d'investissement responsable. Mais j'accompagne aussi les banques dans l'intégration des enjeux environnementaux dans leurs différentes activités et dans leurs offres. Et du coup, effectivement, juste peut-être un petit mot sur Greenflex. C'est une société qui est spécialisée en solutions environnementales. On fait évidemment du conseil sur à peu près tous les champs du développement durable, donc énergie carbone, RSE, économie circulaire, agro et finance verte pour ce qui me concerne plus particulièrement dans tous les secteurs. Mais on fait également de l'accompagnement opérationnel. On a également des solutions digitales, par exemple pour des diagnostics RSE et des bilans carbone, et on va même jusqu'à proposer des solutions de financement pour les projets de nos clients, donc vraiment pour accompagner les clients de A à Z. Donc pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en fait chez Greenflex, on est parti en fait d'un constat assez simple, qui est d'abord que l'industrie représente le deuxième secteur le plus énergivore en France, qui aurait, Guylain en a parlé un petit peu tout à l'heure, 20% de potentiel d'économie d'énergie dans l'industrie. Et pourtant, il y a seulement 3% des investissements climat français qui ont été investis dans l'industrie. Donc, l'industrie, elle a clairement un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique. Il y a un vrai enjeu pour arriver à faire bouger ces entreprises et elles sont globalement conscientes de leur impact sur l'environnement, mais en fait, aujourd'hui, leur démarche globale, on va dire à moyen et long terme, elles font encore figure d'exception. Donc, on s'est interrogé sur pourquoi les investissements dans les projets d'efficacité énergétique et bas carbone étaient encore si faibles. Et on a identifié un certain nombre de freins, donc à la fois du côté des industriels, mais aussi du côté de leurs financeurs, que sont les banques. Et il y a d'abord de part et d'autre une méconnaissance de ces sujets d'efficacité énergétique et bas carbone. Il y a en particulier du côté des industriels des projets qui ne sont pas forcément considérés comme prioritaires, dont on peut penser que le TRI est insuffisant, et de façon générale, il y a peut-être une difficulté aussi à présenter les dossiers à son banquier de la bonne façon. Puis du côté du banquier, il y a évidemment la complexité technique qui doit être appréhendée. Il y a aussi parfois la perception d'un risque qui peut être plus grand. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, c'est des projets qui ne voient jamais le jour, simplement par manque de connaissances. Donc face à ça, Greenflex en fait a monté un programme qui s'appelle le programme Invest. Et donc son ambition, c'est justement de lever ces freins en faisant monter en compétence tous les acteurs du financement de l'industrie pour, in fine, accélérer la mise en œuvre et vraiment la concrétisation de ces projets d'efficacité énergétique et bas carbone. Donc c'est un programme qui est donc porté par Greenflex en collaboration avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il s'inscrit plus largement, et qui là on a parlé tout à l'heure également, dans le projet européen Life Finance Climate Act. Donc on l'a lancé en septembre 2019 et on s'est donné pour objectif d'accompagner 1000 personnes d'ici fin 2021. Donc à la fois des banquiers, donc à savoir des chargés d'affaires, conseillers bancaires entreprises, des industriels, donc chefs d'entreprise, des DAF, des responsables de sites, responsables industriels, mais en tout cas voilà, tous les
les personnes dans les industries qui sont en position de porter ce type de projet, et également des prescripteurs, donc que peuvent être par exemple des bureaux d'études ou des experts comptables. Donc en fait, on a mis en place tout d'abord un parcours de formation et d'accompagnement, avec d'abord un e-learning, qui est gratuit et accessible à tous. On a également une formation de 2 jours présentielle, et qu'on a également décliné en distanciel, étant donné évidemment les conditions sanitaires, donc qui permet d'aller un peu plus dans le fond des choses, d'identifier les sources et les modes de financement. Et on a également une étape d'accompagnement individuel, donc qui permet vraiment d'avoir un impact réel, puisque juste après la formation, l'idée, c'est d'identifier vraiment des projets réels et concrets, et du coup d'accompagner les participants pour mettre en pratique dans leur entreprise tout ce qui a été expliqué en quelque sorte de façon théorique auparavant. Donc c'est vraiment là toute l'ambition du programme, c'est vraiment de concrétiser des projets. Et puis je dirais aussi que le programme, en fait, il s'arrête pas à la sortie de la formation. C'est pas un simple programme de formation. C'est probablement aussi ce qui fait sa force, et qui permet aussi d'avoir un impact réel, puisqu'on continue, après ces accompagnements, de mettre à disposition des participants des outils qui vont les aider dans leur prise de décision au quotidien. Et on les fait intégrer en fait une vraie communauté qui va leur permettre de favoriser les échanges, d'avoir des rencontres régulières avec leurs pairs, avec des espaces collaboratifs, des conférences, etc. Tout un accompagnement dans la durée à la sortie de la formation. Et tout ça donc va permettre à la fois aux industriels et aux banquiers d'avoir toutes les cartes en main, tous les outils, vraiment encore une fois, pour concrétiser des projets. Donc c'est un programme qui est financé par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Il est également financé par la Commission européenne. Donc sur notre objectif de 1000 participants à former, il y a un tiers en fait, des formations qui seront prises en charge à 100%, donc vraiment totalement gratuites, et un autre tiers qui sera pris en charge à 50%. Pareil pour la partie accompagnement individuel en situation de travail. Donc aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient être intéressées, je vous invite à aller visiter notre site internet indes.org, sur lequel vous trouverez toutes les informations, et sur lequel vous pourrez également nous contacter et demander votre prise en charge éventuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Ok, merci. Vous utilisez... Et du coup, juste... Oh. Oui, allez-y. Pour terminer, Gert, on voulait aussi dire 2 mots sur ACT, Assessing Local Transition. La méthode, donc qui est une méthode portée par... Enfin, je ne sais pas si vous voulez poser des questions maintenant sur les sujets industriels avant qu'on passe à Assessing Local Transition. J'avais juste une question. Yael, vous utilisez souvent le futur. Disons, on va faire... donc, l'ambition, c'est d'avoir 1000 participants, etc. Est-ce que vous avez déjà commencé ou c'est un projet qui démarre maintenant? Absolument, non, tout à fait. On a déjà commencé. On a déjà un peu moins de 200 personnes qui ont été formées, donc à la fois des banquiers, des industriels et des prescripteurs, qui ont à la fois suivi le e-learning, suivi la formation présentielle, et qui commencent du coup à nous apporter des projets sur lesquels on peut les accompagner. Donc ça a déjà démarré, et effectivement, on a encore jusqu'à fin 2021, donc on a encore un bon moment pour former le reste. Et est-ce que, sans forcément mentionner les clients ou les entreprises en question, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret de quelque chose qui peut se mettre en place suite à cette initiative, ou qui probablement se mettra en place? Disons, quel secteur et quel type d'activité? Vous voulez dire des exemples de projets qui peuvent se concrétiser? Oui, tout à fait. Oui. Ouais, alors effectivement, ça peut être des projets qui concernent tout ce qui peut concerner effectivement les économies d'énergie, et qui peut amener à faire à économiser également des émissions de CO2. Donc ça peut être des projets de récupération de chaleur fatale, ça peut être tout ce qui peut diversifier son approvisionnement énergétique avec des solutions de production d'énergie renouvelable,
comme la biomasse, par exemple, méthanisation, etc. Donc, c'est vraiment, encore une fois, tout ce qui concerne l'efficacité énergétique et le bas carbone. D'accord. Donc, Guylain, vous vouliez continuer allez-y, allez-y. Oui, effectivement. Le dernier point, c'était sur la méthode Assessing Low Carbon Transition, donc ACT, qui est une initiative qui a démarré au moment de la COP 2021, COP 21 en 2015, qui a l'agenda des actions de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, c'est un outil d'évaluation des stratégies climat des entreprises à destination du secteur privé. Le but, c'est vraiment d'avoir une approche holistique sur les émissions, sur la stratégie d'une entreprise en matière de climat, en regardant ses émissions en instant T, la trajectoire d'évolution de ces émissions dans les dernières années, et puis la cible qu'elle se donne à moyen et long terme et les moyens qu'elle met en œuvre pour atteindre ces cibles. Donc l'objectif, c'est vraiment de qualifier de manière globale la globalité, la cohérence et la crédibilité de la stratégie au regard de l'accord de Paris. Alors, je ne sais pas si la régie peut remettre les slides. Il y a un slide qui vous montre en fait les 9 modules qui sont regardés, qui vont à la fois des relations clients, à la chaîne de fournisseurs, aux investissements en R&D, au remplacement de l'équipement productif, aux modalités de décision et à la manière dont la question climat est traitée dans les instances de gouvernance de l'entreprise. Voilà, donc il y a un certain nombre c'est une méthodologie qui est sectorielle avant tout, avec déjà 4 secteurs couverts, l'électricité, l'automobile, la grande distribution et le bâtiment. Les secteurs de l'oil and gas, du ciment et du transport sont en cours de test. Les méthodologies sont prêtes et on est en train de la tester sur des entreprises. Et puis, il y a des développements nouveaux à venir là, qui vont arriver très vite sur agriculture, agroalimentaire, acier et fonte. Et puis sur la chimie, le verre, l'alu et le papier. Donc, en fait, ce que fait ACT, c'est qu'il donne une note globale et puis il identifie les trous dans la raquette et produit des recommandations sur comment l'entreprise peut renforcer, développer sa stratégie climat. Donc, ça peut être utilisé par l'entreprise elle-même dans son approche de la question. Et puis, ça peut être aussi utilisé par les financeurs qui veulent alimenter leur réflexion sur leur stratégie d'investissement ou de prêt. Et ça peut être également utilisé pour alimenter le dialogue entre un financeur et les entreprises qu'il a déjà en portefeuille pour faire évoluer donc, son business model. Donc, il y a une version, à la base, ça a surtout été appliqué aux grandes entreprises, mais on a adapté la méthodologie aux PME également. Et puis, ça s'adresse vraiment à des entreprises qui sont plus ou moins avancées dans la démarche. Ça peut vraiment être un outil aussi d'accompagnement au développement d'une stratégie climat depuis zéro par une entreprise qui démarre sur le sujet. Voilà. Que dire d'autre? Peut-être juste qu'il y a déjà des benchmarks qui ont été réalisés sur le secteur automobile avec les 25 plus grosses entreprises couvertes et dans l'ELEC avec 50 entreprises couvertes. Et qu'on va produire un benchmark sur les 100 plus gros pétroliers en 2021. Entreprises de l'oil and gas, voilà. Donc, et je terminerai juste en disant que nous organisons un événement donc le 26 octobre qui sera 100% digital et gratuit pour présenter les avancées du projet Finance Climat, donc à la fois sur les axes qu'on vient d'évoquer avec elle, mais également sur les autres sujets tels que l'épargne verte, et la fixation, le reporting climat également. Donc, je vous donne rendez-vous sur le site finance-du6climat.eu ou .fr pour trouver la page de l'événement et vous inscrire donc, le 26 octobre de 9h30 à 17h avec des tables rondes sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yael et Guylain. Nous invitons les dirigeants d'entreprise qui sont en train de nous regarder de bien regarder ces deux sites parce qu'il y a peut-être des solutions, des gens qui doutent si éventuellement ils peuvent faire des économies d'énergie, mais qui n'ont pas forcément toutes les connaissances ou toutes les compétences. Il y a des façons de vous aider et de vous faire avancer. En plus,
en partie subventionnés par la Commission européenne. Donc, il faudrait bien regarder. Dernier intervenant, Christophe Colline de Schneider Electric. Donc, Schneider Electric a un fonds d'investissement à impact et l'origine en fait est dans une régulation qui oblige les entreprises d'investir une partie de l'épargne salariale dans des fonds solidaires. La plupart des entreprises s'orientent vers des banques ou des institutions financières qui ont des solutions. Quelques entreprises ont créé leurs propres fonds, dont Schneider Electric. Et donc Christophe va nous expliquer comment fonctionne ce fonds d'investissement. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que la présentation que j'ai, elle est essentiellement en anglais. Ça, c'est le problème avec les grosses multinationales. Donc Schneider, je viens de voir le premier slide. Est-ce que je peux avoir le deuxième? Voilà, merci Lydia. Très rapidement, qui est Schneider? Donc Schneider, on est une multinationale, on a 27 milliards de chiffre d'affaires, 135 000 personnes dans 100 pays. Et notre métier, c'est essentiellement la maîtrise de l'énergie électrique, pas seulement électrique, mais surtout électrique. Et donc on va essayer d'aider nos clients à faire en sorte qu'ils consomment le moins d'énergie possible, une énergie la plus propre possible et l'énergie la plus sûre possible dans différents marchés que peuvent être le bâtiment, les infrastructures, les centres de données notamment, et l'industrie, qui sont nos 4 grands marchés. Et donc dans cette entreprise, le slide suivant, on a au sein du département développement durable en 2009 est né un programme lié à la RSE qui visait à lutter contre ce qu'on a appelé dans notre jargon la fracture énergétique. Et avec derrière l'idée de fracture énergétique, 2 notions. Une notion d'accès à l'énergie. Et chez Schneider, on a un petit biais, quand on parle énergie, on pense électricité. Dans les pays en développement, en 2009, quand on a lancé le programme, il y avait encore plus de 1,2 milliard de personnes qui n'avaient pas accès à l'électricité. On est tombé aujourd'hui à 800 millions, pas que grâce à nous. Et le deuxième volet de la fracture énergétique, c'est les gens qui, dans les pays développés, ont un accès à l'énergie mais n'ont plus les moyens de la payer. C'est ce qu'on appelle la précarité énergétique, qui touche 10% des gens en France. C'est un phénomène dont on parle assez peu, mais qui est prégnant et en croissance. Et donc on a bâti ces 2 projets sur une même structure, qui est une structure en trois piliers. On a une partie du projet qui va tourner autour de la solution technique. Donc on utilise des solutions Schneider existantes ou on développe des solutions spécifiques pour les vendre à des personnes que ça peut aider dans le cadre du projet. Donc on a une offre d'accès à l'électricité qui va de la lanterne solaire que vous avez sur le slide jusqu'au micro-central. Et dans la précarité énergétique, ça va surtout tourner autour de l'automatisation du logement et du contrôle des consommations. On a un volet qu'on appelle plutôt soft skills, qui va être soit de la formation pour la partie d'accès à l'électricité, soit de l'accompagnement d'associations pour la partie précarité énergétique. Ce volet-là, il est entièrement sur subvention, il est financé par la Fondation Schneider Electric. Et le 3e volet des programmes est un volet financement, qui est porté par une série de fonds d'impact qu'on a créé au cours du temps. Et donc le prochain slide. Voilà, donc là on voit comment les fonds d'impact se sont déployés chez Schneider. Donc on a créé le premier en 2009. Essentiellement à l'époque pour lutter contre pour favoriser l'accès à l'électricité. Et comme en 2009 est entrée en vigueur la loi qui demande aux grandes entreprises de proposer à leurs salariés
un fonds d'épargne salariale solidaire, on a fait en sorte, et on a créé le système qui fait en sorte que ce fonds-là est le fonds, est la poche solidaire pour l'épargne salariale. Je reviendrai un petit peu sur la structure. On a ensuite investi en partenariat avec une dizaine de sociétés dans un projet qui était porté par Danone, qui s'appelle Livelihoods et qui est un fonds carbone, et qui nous permet aujourd'hui de travailler à l'effacement de l'empreinte carbone de Schneider Electric avec des projets de grande qualité. On a ensuite lancé, en partenariat avec des banques de développement, un fonds d'investissement dédié à l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Ça, on a fait ça en 2015. C'est un fonds qui fait aujourd'hui 75 millions d'euros et qui est géré par une équipe indépendante qui est basée à Nairobi. Et enfin, on a lancé en toute fin d'année dernière, et on démarre cette année, un nouveau fonds d'investissement dédié à l'accès à l'électricité en Asie du Sud-Est, avec une équipe basée à Singapour, et là encore en partenariat avec des banques de développement. Donc ce qui est important, c'est de voir que tous ces fonds, ils contribuent à financer nos deux projets, à l'exception de Livelihoods, qui est plutôt un fonds carbone. Sur la partie... sur notre fonds initial, qui est celui dont je vais essentiellement parler, en fait, donc, on l'a créé au sein d'un système d'épargne salariale. Et donc, on a créé, bien sûr, un fonds commun de placement d'entreprise, qui est l'outil auquel les salariés de Schneider Electric ont accès. Parce que, comme vous avez pu le noter, on travaille en général en coopération ou avec d'autres partenaires. Ce fonds est nourricier d'une SICAV dans lequel nous ont rejoint la Banque publique d'investissement ou la Fondation de France, d'autres institutions intéressées par la thématique de la fracture énergétique. Et cette SICAV, elle est gérée par une société de gestion, et donc c'est une SICAV dite 90-10. Les 90% sont gérés sur le marché. Et notre stratégie a été de demander aux gestionnaires de faire de l'oblique courte ISR. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Et les 10% sont investis dans la structure Schneider Electric Energy Access dont on a parlé et qui va elle-même faire les investissements sur le terrain. Deux poches pour cette structure, une poche Europe contre la précarité énergétique et une poche accès à l'électricité. On va trouver des impacts dans les trois dimensions ESG, sachant que notre souci principal et le principal impact qu'on va chercher, c'est l'impact social. On va chercher l'impact social dans l'accès à l'électricité, et donc on va regarder combien de gens vont pouvoir disposer d'électricité, de quoi ils disposent en matière d'électricité, et on va regarder combien de personnes vont être capables de sortir de la précarité énergétique par une diminution de leur facture. Alors, comment on fonctionne On fonctionne, le slide suivant, merci, on fonctionne avec une série de critères qui sont assez rigoureux. Donc, quand on va chercher une entreprise dans laquelle on va investir, et ce, aussi bien en Europe qu'à l'international, on va d'abord chercher une entreprise qui a une vocation à résoudre le problème qui nous intéresse. Donc c'est soit des entreprises qui sont spécifiquement dédiées à la lutte contre la précarité énergétique, soit des entreprises qui sont spécifiquement dédiées à l'accès à l'électricité. On veut ensuite que les impacts de cette entreprise ils soient directement mesurables et qu'ils soient inscrits dans la politique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va discuter avec l'entreprise à ce stade-là de quels vont être les critères d'impact que l'on va prendre en compte. On cherche ensuite, bien sûr, des entreprises qui soient viables sur le long terme financièrement. Donc, on fait du private equity, et donc on va chercher des entreprises dont on croit au business model, dont on a confiance dans l'équipe,
et dont on pense qu'on va pouvoir sortir. Ça en reviendra parce que ce n'est pas forcément la partie la plus simple. On s'assure que la gouvernance est claire et la plus démocratique possible. Et puis, le dernier point, qui est probablement le point le plus important, on vérifie que l'équipe qui porte le projet est une équipe qui partage nos valeurs et avec qui on va pouvoir travailler. Après, la façon, une fois qu'on a coché ces 5 critères, la façon qu'on a de travailler, nous, c'est donc, on intervient en général en equity, parce qu'on se veut partie prenante du projet et on est prêt à prendre les risques associés. Et du coup, c'est plutôt de l'equity. On a des petits tickets, on est entre 100 et 100 000 euros. Donc ce qui nous amène sur des sociétés qui sont en général assez early stage. On est voilà, et on intervient toujours comme actionnaire minoritaire. On n'a pas vocation à prendre le contrôle des sociétés dans lesquelles on investit. On a vocation à aider le porteur de projet à réussir. Donc pour ça, on va toujours rester minoritaire. On préfère ne pas être le seul à investir. On est toujours un peu plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc, et encore une fois, nous, on aime bien travailler en partenariat. Il arrive qu'on soit seul, mais en général, on est 2 ou 3 autour de la table. Et le dernier point, c'est qu'on demande à participer à la gouvernance, à minima en tant qu'observateur au board, parce que c'est la meilleure façon pour nous de travailler à l'impact et d'accompagner l'entreprise dans son impact. Alors, si on rentre maintenant concrètement, sur la précarité énergétique, donc aujourd'hui on a un portefeuille essentiellement français. On a un portefeuille dont les entreprises ont toutes un label, enfin un agrément ESUS, parce que ce n'est pas un label, c'est un agrément, donc c'est-à-dire qu'elles ont toutes un certificat de la part du gouvernement français, disons que ce sont des entreprises solidaires. On pourra revenir sur les critères de cet agrément, si ça vous intéresse. Donc on a des entreprises qui vont tourner autour du logement social, parce que c'est comme ça qu'on sort les gens de la précarité énergétique, c'est en leur fournissant un logement efficace sur le plan énergétique. Alors, on a des entreprises qui font du logement neuf à très forte efficacité énergétique. Donc ça, c'est quelqu'un, par exemple, comme la foncière Chenley, qui va construire du logement neuf très écologique, très efficace sur le plan énergétique. On a un investissement de société qui s'appelle Doremi, qui, elle, va plutôt travailler sur les méthodologies de rénovation. Donc ils ont tout développé, une méthodologie de rénovation, et ils forment des artisans, donc on essaie de couvrir l'ensemble de la chaîne. On a investi dans une société qui va faire du logement d'urgence, donc qui va à base de conteneurs maritimes recyclés, qui s'appelle LVD Énergie, donc qui va vendre ou louer ces conteneurs à des gens qui vont opérer des foyers ou qui vont faire du logement d'urgence. Et puis, on a investi aussi dans une structure qui s'appelle Solia BLI, BLI comme bâtisseur de logements d'insertion, qui va faire de la rénovation dans les centres-bourgs en Pays de Loire. Et on a investi, c'est assez récent, c'est pour ça que ce n'est pas sur ce slide, dans une structure qui est proche d'ici, qui est en partenariat avec Emmaüs Le Relais. Donc c'est une foncière qui s'appelle la foncière du possible, et qui, pareil, va faire des rénovations pour permettre de loger les salariés d'Emmaüs. Donc on parle vraiment de gens qui sont en grande précarité. L'idée derrière ces logements très sociaux, c'est de fournir des logements qui soient efficaces sur le plan énergétique et qui permettent aux gens de diminuer fortement leur charge, leur facture. Et en fait, c'est des logements qui intéressent pas mal les bailleurs sociaux, parce que quand vous êtes en difficulté financière, je suis toujours sur le précédent, excuse-moi. Quand vous êtes en difficulté financière, la première chose que vous ne payez pas, c'est votre loyer. Parce que ça peut paraître très surprenant, parce qu'on se dit quand même que le logement, c'est ce qu'on a de plus important. Mais
en fait, en termes de trésorerie, votre fournisseur de télécommunications, il est souvent prépayé. Votre fournisseur d'énergie, de gaz ou d'électricité, si vous ne le payez pas, il va vous couper dans les 3 mois. Votre fournisseur de logement, ça va lui prendre 3 ans pour mettre à la porte. Donc quand vous avez un problème de trésorerie, celui que vous ne payez pas, c'est celui pour lequel la conséquence est la plus lointaine. Donc c'est le bailleur. Et c'est pour ça que les bailleurs sont intéressés à ce que ce qu'on appelle dans le jargon le reste à vivre des occupants soit le plus élevé possible. Et puis on a également dans le portefeuille, un peu historiquement ou pour d'autres raisons, une entreprise qui travaille dans le recyclage du matériel électrique, qui est une entreprise du réseau Envie, et une entreprise qui fait du conseil en efficacité énergétique qui s'appelle Incubetic. Et si je prends là je veux bien le slide suivant. Donc si je prends un exemple un peu précis donc sur l'investissement assez récent qu'on a fait dans une structure qui s'appelle Réseau Ecohabitat. C'est une structure qui est intéressante parce que c'est vraiment l'archétype de l'hybride, si je puis dire. C'est une structure qui est issue d'une délégation du Secours catholique à Compiègne, où les gens ont réalisé qu'il y avait une grande partie des subventions qu'ils accordaient qui servaient à payer les factures d'énergie. Ils se sont dit qu'il y a un moment où c'est intéressant de passer du palliatif au curatif. Et donc, ils sont pris à bras-le-corps, de dire bon, comment on fait pour faire en sorte que les gens diminuent leurs factures d'énergie. Et ils ont monté d'abord une association qui s'appelle Réseau Ecohabitat, puis une SAS qui va, identifier les gens qui ont véritablement besoin d'une rénovation lourde, 2, piloter complètement le projet, aussi bien techniquement que financièrement, parce qu'il y a des gros montages financiers et juridiques à faire derrière, et 3, ils vont accompagner les gens tout au long de cette démarche. Et donc on va retrouver autour de la table de l'associatif, avec l'association Réseau Ecohabitat, du financement par des entreprises, comme le fonds Schneider Electric, et aussi bien sûr énormément de financement public, parce que ces rénovations se font en grande partie grâce aux aides de l'ADEME ou de l'ANA, ça dépend des projets, et elles sont en plus financées en ce moment par un CIS, qui est un des rares CIS aujourd'hui signés en France. Donc l'ANA va financer au résultat au fur et à mesure que les logements seront rénovés. Donc là, on a un modèle qui est assez intéressant en matière de coopération et d'hybridation. Si je prends un exemple d'entreprise dans laquelle on a investi dans la partie accès à l'électricité, donc ça c'est le slide d'après, c'est une société qui s'appelle Okra et qui est une société dans laquelle on... Pardon, excusez-moi, là je vais vous donner une vision très rapide de notre portefeuille dans l'accès à l'électricité. Donc aujourd'hui on n'a plus que 3 sociétés parce qu'on est pas mal sortis. On a une société qui s'appelle Okra sur laquelle je reviendrai, qui fait des micro-réseaux. On a une société qui s'appelle Amped Innovation qui fait de l'équipement spécifique pour les gens qui sont hors réseau, c'est-à-dire qui fait des équipements qui soient courant continu et très efficaces sur le plan énergétique. Parce que quand vous êtes hors réseau, vous disposez en fait de très peu d'énergie. Et on a une société qui s'appelle SunFounder, qui est une société qui finance beaucoup toutes les sociétés justement de l'écosystème de l'accès à l'électricité et des sociétés qui tournent dans le hors réseau, essentiellement en Afrique, mais aussi un peu en Asie. Donc des sociétés qui font de la distribution de Solar Home System, qui font de l'exploitation de micro-réseaux, qui font de l'énergie productive agricole, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'irrigation, ils vont faire tourner des moulins agricoles, ce genre de choses. Et si on fait un zoom sur Okra, donc Okra est une société, quand on a investi, elle était extrêmement early stage parce qu'elle devait avoir 2-3 clients maximum. Et c'est une société qui développe un nouveau concept de micro-réseau qui est ce qu'on appelle le mesh grid.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un point de production centralisé, avec des panneaux solaires, des batteries, qui va avoir quelques dizaines de kilowatts, elle permet de déployer dans le village des gros solar home systems, donc des points de production autour de la centaine autour de la centaine de watts, et d'interconnecter ces points au fur et à mesure que le réseau grandit pour fournir une énergie qui est équivalente à celle d'un micro-réseau. Le gros avantage de ce système, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir au début la totalité de la centrale. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller mettre les quelques centaines de milliers d'euros dont vous avez besoin pour créer une centrale solaire de 10 kW, eh ben, vous allez petit à petit poser vos systèmes de quelques centaines de watts dans le village et vous ne grandirez votre réseau qu'au fur et à mesure que vous avez des clients. Donc ça diminue énormément le besoin d'investissement initial et ça facilite beaucoup le déploiement des micro-réseaux. Et c'est pour ça qu'on a investi dans cette société. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en matière d'investissement. Alors, la dernière question, le slide d'après peut-être, c'est comment on s'en sort financièrement quand on est salarié de Schneider Electric et qu'on investit dans ce système. Alors, le premier point, c'est qu'on a vu, c'est que les fonds d'épargne salariale, c'est des fonds dits 90-10. Donc, il y a 90% de votre épargne qui va être gérée sur le marché. Quand on a créé le système d'épargne salariale, on a délibérément choisi chez Schneider de demander aux gestionnaires de sécuriser ces 90%. Donc ça se fait bien sûr au détriment du rendement, mais donc les 90% sont de l'obligation courte, et pour qu'il y ait cohérence, c'est de l'obligation ISR. C'est géré par une filiale du Crédit Coopératif qui s'appelle Ecofi, qui s'appuie sur des fournisseurs de notation extra-financière pour avoir son univers d'investissement. Et les 5 à 10 autres % donc, sont gérés directement par la structure Schneider Electric Energy Access. Dans le portefeuille, aujourd'hui, on a donc 10 ans d'existence. On n'a pas eu besoin ou eu l'opportunité de réaliser des sorties sur les investissements en France. Le problème qu'on a en France, d'une part, c'est des investissements qui sont à long terme. Ensuite, on n'a pas eu de demande de sortie, donc on n'a pas eu besoin non plus de réaliser nos investissements. Mais le gros problème, il est plutôt autour de la liquidité. Si demain, il faut que je réalise ces investissements, j'ai pas tellement de problème de niveau de valeur, parce que les business models sont relativement solides, qu'on n'est pas sur des niveaux de rendement phénoménaux, mais qui sont plutôt des rendements qui sont de l'ordre du placement sans risque. Donc, ces sociétés-là, qui en plus font souvent de l'immobilier, donc j'ai pas de souci de valeur, j'ai un souci de liquidité. Alors, il faut que je trouve un acheteur pour ces fonds-là. Par contre, au niveau de la partie internationale, où on est plus dans le monde de la start-up, on est sur des niveaux de rendement qu'on vise un peu supérieurs, sur des niveaux de risque un peu supérieurs aussi. Et là, on a un peu de liquidité. Et donc, on a fait un certain nombre de sorties. Et donc, on est comme tout fonds de private equity. On a fait une très belle sortie. On a fait deux sorties très correctes. Et puis, on a pris un certain nombre de casseroles. Et l'un dans l'autre, on est aujourd'hui sur un multiple de 1,5, ce qui est tout à fait correct pour un fonds dont l'impact, et surtout l'impact social, est la première priorité. Par contre, et là je vais faire comme tout gérant, je vais vous mettre un gros disclaimer, c'est pas parce que j'ai fait un 5 sur les 10 premières années que je serai capable de continuer sur les 10 prochaines. On reste quand même, il faut être raisonnable. Quand on investit dans l'accès à l'électricité, on investit sur des sociétés qui sont très jeunes, on investit sur un marché qui est encore en émergence, et dans des sociétés dont les clients sont pauvres. Les clients des sociétés qui vendent des solar home systems,
sont des gens qui gagnent entre 5 et 2 dollars par jour. Voilà, donc on cumule quand même, alors on peut dire qu'on cumule les handicaps, ou on peut dire qu'on cumule la possibilité d'impact, mais très clairement, on prend un risque qui va au-delà de la rémunération. Donc dans le couple risque-rendement, on accepte d'augmenter le risque et de diminuer le rendement pour avoir de l'impact. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qu'on fait aujourd'hui chez Schneider Electric. Et donc, comme Gert le mentionnait, des sociétés en France qui ont internalisé quelque part leur fonds solidaire, eh bien, on est 4-5. Il y a Danone, il y a Engie, il y a Renault et il y a nous. Donc, Ok, merci beaucoup Christophe. En fait, depuis ce matin, de première session déjà, et après ensuite, on a toujours vu que, en général, il est plus facile de mesurer l'impact au niveau environnement que de mesurer tout ce qui est social. Les mesures sont plus compliquées, les critères sont moins précis parfois. Et ici on a un exemple d'un impact social qui est très bien mesurable en termes d'accès à l'énergie, à l'électricité, et aussi en termes de factures, etc. Donc en fait, ici on a justement cet exemple-là d'un impact social bien défini. En même temps, on voit aussi qu'un impact, un investissement avec un impact social qui vise un impact social et non pas un impact environnemental est plus compliqué à être rentable dans la mesure où, comme on a vu dans l'exemple ou la démonstration de Greenflex et Climate Finance Climate, c'est plus facile de trouver un équilibre entre un investissement pour épargner, pour économiser de l'énergie et de retrouver par un moindre coût, moindre dépense, l'investissement que dans les investissements sociaux, dit avec une connotation sociale. C'est plus compliqué. C'est d'autant plus intéressant de voir cette démarche. Pour être tout à fait concret, honnête aussi, il y a aussi une façon très habile d'utiliser l'hybridité, enfin la structure hybride de l'aide publique dans certaines associations sociales et d'investir dans des projets qui sont à la fois aussi portés en partie par un effort public, mais c'est très très lourd. C'est pas négatif ce que je dis, hein. C'est tout à fait intelligent d'utiliser aussi ce levier-là, étant donné la difficulté de s'orienter à un investissement qui vise surtout un public précaire, un public parfois en situation de pauvreté. Je ne sais pas si les autres intervenants ont des remarques ou des questions par rapport à cette présentation ou d'autres remarques les uns par rapport aux autres. Je vous laisse l'occasion d'intervenir éventuellement. Xavier Leroy, j'ai une remarque en fait, et merci pour tous ces témoignages et exemples très intéressants. Ce qu'on observe nous, et peut-être sur deux notions qui sont un peu distinctes, c'est il y a deux types d'entreprises finalement. Il y a l'entreprise à impact dont l'objectif en tant que tel, son objet est d'avoir un impact sur les parties prenantes. Et puis, mais forcément, ça va se limiter à des entreprises, que ce soit d'ailleurs dans l'environnement ou dans le social, qui sont limitées par rapport à la masse d'entreprises qui ont besoin de financement, d'investissement. Et puis, il y a un deuxième niveau qui sont toutes les autres entreprises, mais qui peuvent, dans une activité, on va dire, traditionnelle, avoir une contribution positive. C'est la différence que font les anglo-saxons entre pour l'impact ou avec de l'impact. Et moi, je pense qu'il est important bien d'adresser les deux types, les deux filières d'investissement, les filières d'investissement pour l'impact et les filières d'investissement, on va dire, plus traditionnelles, au sein desquelles on peut à la fois mettre en évidence, susciter, renforcer et initier un impact important au travers soit de fonds thématiques ou au travers d'engagements faits par les banquiers, les prêteurs ou les investisseurs auprès des petites entreprises. Tout à fait, vous avez raison. Il faut voir aussi le cadre ici, c'est spécifiquement le fait qu'il y a une partie de cet investissement de l'épargne salariale qui doit s'orienter vers un fonds solidaire qui est tout à fait spécifique et donc c'est différent d'un autre type d'investissement. Je dois maintenant laisser la parole aux étudiants qui ont quelques questions aux intervenants. Donc je crois que c'est
Adrien C'est moi, Oui, Adrien. d'accord. Adrien Garin, Allez-y, c'est ça. Adrien, allez-y. Oui. Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour ce temps de parole. Effectivement, du coup, donc on est un groupe de 5 étudiants de l'EDEC en master. On avait une première question qui est la suivante. On souhaitait connaître un peu les indicateurs qui étaient communément utilisés pour montrer que l'impact n'aurait pas été possible sans le financement ou l'investissement dans l'activité. En fait, d'une manière un peu plus générale, quels sont les KPI qui vous permettent de savoir effectivement que l'investissement, la finance à impact que vous avez est telle qu'elle est et ne peut pas être confondue avec autre chose. Vous vous adressez à qui exactement? D'une manière générale, je pense que c'est une question qui va plutôt concerner Éléonore et Xavier Leroy, mais peut-être que Gaël serait en mesure d'y répondre, mais peut-être qu'Éléonore et Xavier seraient plus en mesure. Donc, comment vous êtes Ok, sûr alors Je vais me lancer parce que si vous voulez. Xavier Leroy, je vais me lancer pour la Je sais pas réponse. si Je vous ne suis pas m'entendez. certain d'avoir la réponse à cette question. Deux remarques. La première, ça me fait penser à ce qui se passe sur les green bonds. Vous savez que en fait, l'investissement, le financement est fléché vers le projet, ce qui permet réellement, en théorie, de pouvoir identifier et de rattacher le financement à un aspect particulier en tant que tel. Nous, ce que l'on fait lorsqu'on évalue des entreprises, il n'est pas possible de savoir si cette tranche de financement, qui est en général, une entreprise a de multifinancements, des financements de prêt, des financements en capital, et au sein de ceux-ci, différents types d'investisseurs plus ou moins présents, je pense en equity, plus ou moins présents dans la gestion de l'entreprise. Il est difficile d'isoler en tant que tel. Je pense que c'est dans le développement de l'entreprise dans sa globalité, de façon holistique, qu'il faut apprécier si elle s'oriente ou non, ou si elle oriente ses services et ses produits dans des contributions positives ou dans des contributions négatives. Difficile de le raccrocher en tant que tel, sauf à le flécher comme on le fait au niveau, par exemple, des green bonds ou des sustainable bonds. Très bien, merci. Éléonore, peut-être que je crois que vous vouliez répondre quelque chose aussi. Alors, oui, je ne sais pas si vous m'entendez là. Si, très bien. Si c'est bon. Alors, du coup, j'ai pas du tout entendu ce que disait Xavier, comme d'habitude, je suis coupée de son intervention. Mais en effet, les KPI qu'on utilise, ils sont beaucoup plus importants en entrée qu'en sortie. Je dirais que c'est intéressant de mesurer ce qui est fait, mais c'est intéressant surtout de mesurer le cadre d'investissement. Et le cadre d'investissement, ça permet d'avoir une pérennité dans l'impact qu'on va avoir. Quand on décide de créer un produit financier avec un certain impact à l'entrée, ensuite, on peut décider des KPI adaptés à ce produit qu'on aura en sortie. Tandis que si on ne regarde que la sortie, on peut avoir des mauvaises surprises, des bonnes surprises, c'est pas du tout stable dans le temps. Donc, c'est vraiment très important, selon le type de produit financier et ce que disait Christophe est vraiment spécifique. Quand on prend le fonds Schneider Electric, on va regarder des KPI très précis selon qu'on est en train de regarder des logements très sociaux, qu'on est en train de regarder d'autres types d'entreprises. Donc, si on est dans du private equity, on va être très spécifique sur des KPI adaptés au secteur. Si on est sur des fonds d'investissement plus classiques et plus liquides, on va regarder des choses alors très globalement. Ce qui est le plus regardé aujourd'hui, c'est l'empreinte carbone des portefeuilles. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on arrive à avoir avec des méthodes parfois différentes, même souvent, et des sources différentes également, du scope 1, scope 2, ou du scope 1, scope 2, scope 3, ou, enfin, des choses plus ou moins techniques, enfin toujours très techniques, mais plus ou moins similaires, qui va permettre d'avoir une idée un peu de l'empreinte carbone d'un portefeuille. Pour les autres indicateurs, selon le niveau de durabilité des produits, on aura des choses très différentes. Mais quand on n'est pas dans une démarche d'impact, on va pas le mesurer et il n'y a pas lieu de le mesurer parce qu'on n'est pas dans cette recherche de toute façon. Donc pour répondre à votre question simplement, je dirais ça dépend. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui est injecté dans le produit à la base et pour être sûr qu'il en sortira quelque chose à la sortie. Ok, merci. Adrien, tu as d'autres questions? Oui, alors après, par contre, je ne sais pas si au niveau du temps, Peut-être je une peux les question poser. encore, une. Ok, très bien. Alors du coup, on avait aussi une autre question pour savoir un peu comment ont été érigées les normes qui permettent de juger de l'impact social d'un investissement. Voilà.
peut-être plus pour Christophe dans ce cas. Oui, je vais la prendre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des normes et la mesure d'impact, comme souvent, c'est que plus on va zoomer, plus c'est compliqué. Si on prend les exemples que je connais, et nous-mêmes aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on veut. On veut améliorer la vie des gens, soit en leur dégageant plus d'argent par la diminution de leurs factures, soit en leur apportant une énergie qu'ils n'ont pas et dont ils ont besoin. Maintenant, après, aller définir les indicateurs, c'est extrêmement compliqué. Je prends un exemple simple dans l'accès à l'électricité. L'indicateur qui vient à l'esprit tout de suite, c'est bon, ok, combien de personnes ont accès à l'électricité grâce à vos investissements? Ok, ça c'est un indicateur qui va être intéressant si la société dans laquelle vous avez investi, elle distribue des systèmes solaires individuels, par exemple, ou elle gère un micro-réseau. Maintenant, si vous investissez dans une société qui gère, par exemple, qui vend et qui gère des systèmes d'irrigation solaire, vous allez toucher très peu de personnes. Mais vous allez permettre à chacune de ces personnes que vous touchez d'augmenter de façon significative les rendements agricoles. Donc vous allez avoir un impact vraiment important par la personne que vous touchez. De même, quand on essaye de mesurer l'impact social, quand on fait de la rénovation énergétique des logements, on peut mesurer le changement d'étiquette de qualité énergétique, on peut essayer de mesurer les baisses de consommation, on peut mesurer le nombre de personnes. Mais, encore une fois, par exemple, si on cherche à mesurer la baisse de consommation, peut-être on n'en verra pas. Parce que quand vous allez rénover chez des gens qui sont en très grande précarité, aujourd'hui, ils ne se chauffent plus. Donc, pour nous, un des critères de réussite, ça va être l'augmentation de la facture de chauffage. C'est-à-dire que, oui, ça y est, ils peuvent atteindre un niveau de confort minimum. Voilà. Donc, les questions de mesure d'impact et de KPI, c'est des questions qui sont extrêmement compliquées. Et plus on est proche du terrain, plus c'est compliqué. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelque part, il faut, je reviendrai sur ce que disait Léonore, il faut faire confiance aux gestionnaires aussi. Merci beaucoup. Donc, on est à la fin de cette discussion. Je crois que les auditeurs ou les spectateurs ont bien vu que dans le secteur des finances, donc par le levier des investissements, nous pouvons, en tant qu'épargnants, investisseurs, dans la mesure où on a des moyens, aussi avoir un impact pour l'avenir au niveau environnemental, au niveau social. On a vu plusieurs acteurs à différents niveaux qui ont des nouvelles initiatives et ça se développe, comme Éléonore a montré, de façon spectaculaire. Donc, il me reste à remercier les intervenants, donc Éléonore, Xavier, Yaël, Guylain, Christophe et Adrien. Merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Bon, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.